Bonsoir, bienvenue au club de lecture d'un océan à l'autre, que vous nous écoutez en direct ou en différé, ça nous fait plaisir de vous accueillir ce soir. On lit ou on a lu au mois d'avril Absente pour la journée, un roman de Christiane Saint-Pierre. C'est un roman qui ressemble à un long conte et qui nous présente le personnage de Mademoiselle Anita Leduc, une vieille fille de 70 ans qui est le centre de l'attention de son village. Bonsoir, bienvenue au club de lecture d'un océan à l'autre, que vous nous écoutez en direct. Désolé. Voilà, désolé pour ce problème technique. Donc, c'est ça. On lit Absente pour la journée. Donc, le personnage de Mademoiselle Anita Leduc, donc une vieille fille de 70 ans qui est le centre de l'attention de son village grâce à ses récits de voyage. Mais il y a une supercherie et on y reviendra. C'est un roman qui est paru en 1989 aux éditions d'Acadie et qui a été réédité en 2015 aux éditions Personnages. Ce soir, je suis en compagnie de deux docteurs. Mais il ne sera pas question de vaccins. Ce sont deux experts en littérature franco-canadienne. Ça ne court pas les rues, mais on les a recrutés pour vous. Stagiaire postdoctorale Banting à l'Université de Montréal, Ariane Brundelray nous parle d'Ottawa ce soir. Bonsoir, Ariane. Bonsoir. Et il y a aussi l'incontournable poète de l'Ouest canadien, Laurent Poliquin, qui nous parle de Winnipeg ce soir. Bonsoir, Laurent. Oui, bonsoir. Mon nom est Xavier Lord-Giroux et il me fait plaisir d'animer cette séance à partir de Yellowknife. Et comme Anita, souvent dans le roman, j'ai mon petit verre de Porto ce soir pour m'accompagner. Donc, sentez-vous libre aussi d'avoir un petit quelque chose à côté de vous pour la prochaine heure. Vous savez, l'autrice est originaire, en fait, elle est originaire, oui, du Québec, mais elle demeure à Caraquette, au Nouveau-Brunswick. On a une panéliste à Ottawa, un autre à Winnipeg dans l'Ouest, et puis moi, je suis dans le Grand Nord. On est réellement pan-canadien ce soir. Je pense on est le plus pan-canadien qu'on aurait été depuis nos débuts au club de lecture. Donc, c'est de quoi célébrer. Si c'est votre première fois avec nous, le club de lecture d'un océan à l'autre est une initiative du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Donc, en tous les mois, nous vous proposons la lecture d'un livre franco-canadien que vous pouvez emprunter gratuitement en format numérique sur le site web de notre partenaire, la Bibliothèque des Amériques. Il y a plusieurs exemplaires d'ailleurs d'Absente pour la journée qui s'y trouvent. Pour ceux qui nous écoutent en direct, je vous invite à nous faire part de vos commentaires dans la section commentaires du Zoom. Et si vous nous écoutez sur Facebook, vous pouvez aussi nous écrire, mais sachez qu'il y a un petit délai de diffusion. Donc, on va recevoir vos questions un peu plus tard, mais on pourra y répondre. Et oui, sachez aussi qu'on vend des punchs. Donc, si vous avez peur d'en apprendre trop sur le livre, je vous suggère de quitter tout de suite, mais on va se donner cette liberté-là quand même de parler du livre dans son entier. Alors, Ariane, est-ce qu'on peut résumer le livre en quelques phrases pour débuter? Oui, est-ce que j'ai même le droit de dire un des premiers punchs qu'on apprend assez vite? Absolument. Oui, OK. Donc, c'est l'histoire de Mademoiselle Anita, qui est une femme de presque 70 ans, qui habite un village qui n'est jamais nommé, en fait, qu'on présume être probablement au Nouveau-Brunswick ou en Acadie, peut-être en Gaspésie aussi. C'est une femme qui défie un peu les conventions. Elle est, surtout pour l'époque, ça se passe dans les années 80, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'occupation officielle. C'est quelqu'un qui aime lire, se promener sur la plage et qui aime par-dessus tout voyager et raconter ses voyages aux gens du village. Sauf que, comme on l'apprend dès le premier chapitre, elle n'a jamais pris l'avion, en fait. Donc, c'est pas quelqu'un qui, en réalité, a beaucoup voyagé réellement, techniquement. Alors, voilà. Puis Anita, vraiment, c'est le centre du roman, c'est pas la narratrice. Par contre, Laurent, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet d'Anita? Comment est-ce qu'on peut la présenter au lecteur? On se questionne beaucoup sur ce personnage. Déjà là, on pourrait dire que c'est une fieffée menteuse, mais c'est plus que ça. Je crois elle est présentée malgré qu'il nous manque une grande partie de sa vie active. On a une partie de sa jeunesse et on associe le village justement à l'Acadie grâce à quelques indications de ça. Mais c'est sa partie où elle a 69 ans et plus, donc une partie où elle est beaucoup plus âgée. Et là, on la présente comme une femme quand même, je dirais, indépendante, un peu avant-gardiste, un petit peu avant son temps. Mais ultimement, elle reste quand même très mystérieuse. Donc, on sait qu'elle elle a entretenu des relations avec certains hommes, mais voilà, il y a quand même une grande partie qui nous apparaît assez cachée sur ce personnage. Ce qui d'ailleurs intrigue aussi les gens du village, à tout le moins quand elle est un petit peu plus jeune.
Mhm. Puis c'est l'étrangère aussi, elle arrive assez tôt dans sa vie dans le village, mais elle a un petit accent des vieux pays qu'on dit. Donc on sent tout de suite qu'elle est un peu différente des autres. Euh, Ariane, le livre s'ouvre sur une lettre que le personnage adresse à l'autrice dans le cadre de la réédition. Donc, on l'a dit au début, c'est un livre qui est paru en 1989 d'abord. Et puis, le personnage écrit donc à l'autrice, elle dit avoir peur d'avoir mal vieilli. Mais Ariane, tu es d'avis contraire. Tu penses en fait, Anita est une influenceuse Instagram avant l'heure. Peux-tu nous en dire plus? Mais c'est sûr qu'on est à une époque où les réseaux sociaux n'existent pas. Il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas ça, mais je pense qu'Anita joue pour son village le rôle d'une influenceuse. Je vais lire le passage de la préface rapidement qui m'a fait penser à ça. Elle dit, je les regarde, les jeunes lecteurs d'aujourd'hui, et je les aime, mais eux, ils sont rendus tellement plus loin que moi à leur âge. Ils ont le monde au bout de leurs doigts, avec tous leurs gadgets électroniques. Qu'est-ce qu'une histoire comme la mienne peut leur apporter, eux qui évoluent dans un monde à la fois virtuel et humain? En fait, qu'est-ce qu'on a au bout de nos doigts quand on a nos téléphones? On a toutes sortes de réseaux sociaux avec toutes sortes de personnes, des blogueurs, des influenceurs, tout ça, qui nous racontent des histoires. Ça s'appelle même souvent des stories sur Instagram, sur Facebook. Donc, c'est des espèces de vidéos éphémères-là qui sont très courtes. C'est un peu ce que Anita, mademoiselle Anita, va faire pour son village. Elle passe son temps à raconter des histoires, à inventer des choses pour le village. Donc, c'est sûr que son réseau à elle est pas international, il est très immédiat, c'est la communauté immédiate dans laquelle elle vit. C'est comme ça aussi qu'elle va les gagner, parce qu'au début, on se méfie de cette étrangère-là, puis c'est avec son grand pouvoir de conteuse qu'elle va faire en sorte qu'il se rallie à elle. Mais c'est ça, comme avec eux, elle va partager ses destinations favorites, elle va partager aussi son bon goût, donc des choses qu'elle a découvertes, qu'elle a beaucoup aimées. Je pense à l'épisode, par exemple, des escargots, que finalement, la propriétaire de l'épicerie, Madame Yvonne, va trouver complètement immangeable, mais elle essaie justement d'amener ce village-là ailleurs. Puis je pense que c'est un peu le rôle que les influenceurs font aujourd'hui. C'est sûr que Mademoiselle Anita n'accepte pas d'argent en retour, elle n'est pas commanditée, elle ne reçoit pas des produits gratuitement, donc il y a cette logique-là qui ne fonctionne pas. En revanche, par contre, je pense qu'elle fonctionne, si on veut reprendre le vocabulaire des réseaux sociaux, elle fonctionne un peu comme un filtre, c'est-à-dire qu'elle a tellement une influence sur les gens de la communauté que lorsque eux voyagent, c'est comme si les destinations qu'ils découvrent, ils les voient à travers ses yeux, comme son filtre à elle. C'est ce que va dire Maurice à un moment donné, que quand il va à des destinations, maintenant, c'est comme s'il découvrait le monde à travers elle. Je trouvais aussi, pour finir, que le roman est aussi construit un peu comme une série de stories, de petites histoires qui ne donnent jamais, on l'a déjà dit tantôt, un portrait d'ensemble. Il y a des trous dans l'histoire, il y a des choses qu'il faut imaginer soi-même, mais c'est un peu comme ça aussi quand on se met à suivre quelqu'un sur Instagram ou quoi que ce soit, on a accès à des épisodes de leur vie, puis on peut creuser, puis remonter, puis essayer d'en apprendre plus, mais on n'a jamais accès à tout non plus. On a accès à ce qu'eux nous montrent sous forme de petites histoires. Et c'est ce qu'on a ici, des petits épisodes. Chaque chapitre, c'est un peu comme un épisode entre Mademoiselle Anita et un personnage du village, et ainsi de suite. Donc, en ce sens-là, je trouvais que le roman était assez avant-gardiste, puis fonctionnait très, très bien à cette époque-ci. Sans parler du fait qu'évidemment, ça fait 1 an qu'on ne voyage pas autrement qu'avec nos téléphones chez nous, là. Bon, on pourra en reparler aussi. Oui, non, mais c'est vrai. On dirait que quand c'est pas quelque chose qui, moi qui m'est venu de voir ça comme des stories Instagram, comme tu dis, mais quand tu le dis, quand tu le mentionnes, on dirait que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Laurent? Ah ben c'est sûr que quand on écrit une histoire en 1989, je pense pas qu'on pense à Instagram ou à Non. Internet. Là. On est très, très loin de ça. Mais il peut effectivement y avoir des résonances. Mais c'est clair que moi, quand j'ai commencé à lire ce roman-là, on cherche des repères en tant que lecteur. D'une part, cette lettre qui sert de préface, où là, on se questionne, d'une part parce que j'ai pas pu comparer non plus avec l'édition originale, donc on comprend plus tard que, bon, oui, on signe cette lettre, le personnage d'Anita signe la lettre, mais je suis resté pas très convaincu que c'était vraiment Anita qui signait cette lettre-là. Pour moi, j'avais la voix de la littérature qui s'exprimait. Donc, pour moi, c'était ça. C'était un indice qui me disait, ben, finalement, il faut que je me méfie d'Anita.
mon regard est vraiment projeté sur elle. On essaie de la suivre à un tel point qu'on oublie pratiquement les autres personnages. On essaie de suivre, de se demander ben, est-ce qu'il va se passer quelque chose et quelle est la prochaine étape. Et ultimement, je me dis, ben, peut-être qu'Anita, c'est pas ça. Et que le véritable personnage, c'est la littérature. C'est elle qui nous parle. Et on est en train de dire son pouvoir. Et Anita, c'est la littérature qui exerce son pouvoir sur les gens qui l'entourent, des gens qui ne lisent pas nécessairement, qui sont parfois dépeints comme... Et ça m'a un peu dérangé. Je trouvais que on avait un personnage, bon, d'Anita, de femme indépendante, de femme avant-gardiste, de femme qui lit des livres, et vous avez les autres, les villageois, et on voyait comme on se mettait sur un piédestal, puis on considérait le peuple d'en bas, et ça me chicotait un petit peu. Donc voilà. Ça faisait trop terroir, à ton avis? C'est certain que sur ça, je me suis posé la question, quel genre de roman? On est dans quel genre de roman? Parce que la littérature du terroir, surtout en 89, c'était déjà terminé. Et là, on retourne dans un village, on est avec, bon, c'est cette histoire, je pense déjà au chapitre 2, on retourne dans cette histoire du passé, les années 30, 40, avec aussi cet esprit villageois, renfermé sur lui-même, où en fait l'activité principale, c'est pratiquement les ragots qu'on est capable de se rencontrer, de se raconter. Oui, c'est certain que je me questionnais sur bon, est-ce que j'ai envie de poursuivre cette lecture-là? Parce que il me semblait que ça sentait le vieux, avec la présence de l'Église aussi, du bedeau. Donc, voilà. Ultimement, on comprend que on nous emmène quelque part pour nous faire réaliser quelque chose, nous amener ailleurs. Donc, c'est de l'espèce d'astuce de l'auteur. C'est le génie de l'auteur là, qui nous a joué peut-être un tour. C'est drôle parce qu'en On vous voit, écoutant, ouais. il y a Ariane qui parle d'Instagram, tout ça. Et toi, Laurent, tu mentionnes au passage le bedeau de l'église, justement, le terroir. Fait qu'on est vraiment comme sur une grande ligne de temps, on dirait. Il en couvre large quand même ce roman, malgré tout. Euh, Ariane, est-ce qu'on peut parler un peu des fameux voyages? Donc, Anita, elle fait des voyages, mais pas vraiment. Comme on l'a mentionné, elle prend pas l'avion. Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Qu'est-ce qu'elle fait au juste? En fait, c'est une de mes parties préférées du roman, c'est qu'on comprend parce que l'autrice nous dit dès le départ, en fait, qu'elle n'a jamais voyagé. Puis sur le coup, j'étais surprise. Je connaissais un peu le roman, puis je m'attendais à ce que ça soit ça l'intrigue. Qu'on nous dise pas tout de suite qu'elle avait jamais voyagé, mais qu'on l'apprenne tranquillement. Puis le plus qu'on lit, le plus qu'on se rend compte que non seulement nous, on le sait comme lecteur, ou lectrice, mais que la communauté le sait aussi, en fait, que tout le monde embarque dans son jeu. Fait que l'intrigue, finalement, ça devient comment elle fait pour faire vivre ce jeu-là, puis faire en sorte que tout le monde y croit aussi, puis embarque là-dedans. Donc, bref, qu'est-ce qu'elle fait quand elle part en voyage? Essentiellement, elle reste chez elle. Donc, chez elle, elle a toute une pièce qui est dédiée au voyage. Elle a toutes sortes de cartes postales, des guides, des cartes routières aussi. Elle va vraiment appeler une agence de voyage avec qui elle est de connivence. Donc, il n'y a jamais vraiment de transaction financière, de ce qu'on comprend. C'est un ami qui possède l'agence de voyage qui va réserver un vol d'avion pour elle avec une vraie heure, etc. Et va faire des réservations d'hôtel. Elle va vérifier la météo à son lieu de destination. Puis elle va faire sa valise, en fait. Elle fait des vrais préparatifs de voyage. Donc, elle sort sa valise, qu'elle a même pris le temps, je pense, de réparer à un moment donné en mettant comme un intérieur de velours, je ne sais plus trop, ou de soie, j'oublie. Elle va choisir ses robes, elle choisit sa tenue de voyage, elle planifie un peu les activités. Quand elle va à Paris, elle aime aller à l'opéra, donc elle prend soin de mettre une telle robe dans sa valise, et ainsi de suite. Puis au moment du départ, en fait, elle ne va jamais à l'aéroport. Elle s'assoit, puis elle sort son tricot, puis elle se laisse emporter, en fait, par le tricot qui peut aussi être une forme de méditation. Puis là, elle s'imagine ce voyage-là qu'elle va raconter aux gens du village le lendemain, en fait. Et elle est comme dans cette sorte de transe-là. Les gens qui s'adonnent à la voir, c'est pas tout le monde qui peut la voir à ce moment-là, remarquent qu'elle est comme un peu absente, d'où le titre, en fait, je pense, absente pour la journée. Et donc, ces voyages durent une journée. Le lendemain, c'est comme si elle était fatiguée, elle avait le voyage dans le corps, elle avait subi le décalage horaire, puis là, elle va au village, puis elle raconte tout ce qu'elle a vu,
puis finalement qu'elle a imaginé la veille, en fait, pour eux. Donc, justement, pour revenir au village, on voit ce village-là évoluer à travers le roman. Puis je pense que c'est entre autres grâce à Anita, puis elle leur donne le goût de voyager, puis vont tranquillement sortir de ce terroir-là qu'on décrivait tout à l'heure. Et encore une fois, tu le mentionnais dans tes notes, ça ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui le Travel Planning Therapy. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? C'est un article que j'ai lu il y a quelques années. Je pense que c'était dans la presse. Puis j'ai essayé de retrouver l'article exactement. Puis finalement, je suis tombée sur autre chose, mais qui confirmait ce que j'avais lu. Puis c'est ça seulement. Puis je pense que c'est quelque chose à retenir pour nous tous en ce moment. C'est qu'essentiellement, le fait de planifier un voyage, même si le voyage n'a pas lieu tout de suite, même s'il n'a pas lieu du tout, ça a des effets bénéfiques sur la santé mentale, en fait. Donc, on gagne tous à planifier le voyage. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup planifier ses voyages, peut-être même trop, faire l'itinéraire, lire ce qu'au milieu là où je m'en vais, si j'ai le temps aussi de découvrir des auteurs ou des autrices de là-bas. J'aime bien avoir comme une trousse de voyage. Donc, je me reconnaissais beaucoup dans ces préparatifs-là qui, pour moi, font partie du plaisir. Demandez-moi pas de défaire mes valises, ça, c'est autre chose. Mais bref, fait que oui, on le sait maintenant qu'il y a de la valeur à préparer un voyage sur le plan de notre bonheur à nous, de ce que ça nous rapporte dans les médias. Fait qu'on ne savait probablement pas en 1989, mais que, encore là, Christiane Saint-Pierre a commencé dans le fond. Mhm. Il y a autre chose que j'ai remarqué, puis je vous pose la question si vous l'avez remarqué aussi, mais il est question de la Deuxième Guerre mondiale en tout cas, je devine que c'est la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est jamais mentionné, clairement, explicitement, mais qui débarque dans la péninsule acadienne. Encore une fois, elle n'est pas nommée explicitement, mais on devine que c'est là où se passe le roman. C'est des gens qui sont cachés chez des soldats qui sont cachés chez Anita. Et il y a de plus en plus de romans ou de choses qui se font sur ce passage-là, finalement, de la Deuxième Guerre mondiale dans la région de la baie des Chaleurs. Est-ce que vous, ça vous a... Puis c'est assez... Sachant que ce roman-là a été écrit en 1989, ça part, j'imagine, de rumeurs populaires qui se discutaient, mais qui n'étaient pas encore exposées au grand jour. Est-ce que vous, ça vous a attiré l'attention? Ben, je peux y aller, Laurent, si tu veux, mais moi, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça fait un peu penser, par exemple, aux filles de l'Allemand, Oui. de Thériault, où justement, on a des personnes, on a toute cette histoire-là qui est très, très, très racontée. Et là, c'est jamais très explicite. Peut-être que c'est justement encore au stade de rumeur, mais c'est quelque chose qui est assez bien documenté maintenant. Là. Donc, si c'est quelque chose, je parle aux gens qui nous écoutent, si c'est quelque chose qu'ils ont aimé du roman, je les encouragerais à poursuivre leur découverte de ce phénomène-là à travers le roman Les filles de l'Allemand. Laurent, comme l'autrice, c'est une drôle de coïncidence, je suis originaire de Cap-de-la-Madeleine, donc le même quartier de Trois-Rivières. Et comme l'autrice aussi, tu as voyagé, mais du côté ouest, tandis qu'elle est allée à l'est. Donc, tu as eu à vivre, de trouver dans une communauté où tu étais un peu l'étranger. Dans ce sens-là, comment est-ce que le roman t'a rejoint de façon plus personnelle? Oui, et effectivement, puis on le voit rapidement dans le chapitre 2, comment le personnage se fait surveiller. Il y a même une altercation violente à un moment donné avec une personne qui surveille d'un peu trop près. Non, je veux dire, personnellement, je ne saurais te dire, probablement parce que je suis encore assez mal intégré à la culture ambiante, parce que la culture ambiante, elle est multiple, elle est très diversifiée. La francophonie, elle est diversifiée. Donc, voilà, je participe à cette multiplicité, mais ultimement, c'est la définition du Canada. Hein, donc, on évolue là. Mais c'est vrai que le personnage a de la difficulté un petit peu à s'intégrer. Il y a ces gens qui sont du lieu, qui évidemment posent des questions parce que il y a quelqu'un de nouveau qui vient de s'installer au village. Bon, non, je pense pas que j'ai vécu quelque chose de similaire, mais voilà, j'habite pas dans un petit village non plus, même si c'est une petite communauté. Mais non, j'ai de la difficulté à faire de ce genre de parallèle, peut-être parce que ça m'atteint un peu moins.
Tu as trouvé des liens entre l'écriture de Saint-Pierre et celle de Nathalie Sarraute. Je la connais pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler un peu de qui elle est, puis comment est-ce que leur écriture s'apparente? Ouais, je sais pas si j'ai trouvé des liens. Je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai voulu dire, mais probablement Je vais te le parce que oui, sortir. c'est la notion de mystère. Peut-être parce que évidemment, j'ai cherché mes repères tranquillement en prenant beaucoup de notes et je faisais des calculs mathématiques aussi avec les dates que l'on nous donnait. Je me demandais, bon, c'est quoi ce personnage qui a 69 ans, mais comment ça, elle a 69 ans alors qu'on nous dit qu'elle a à peu près 20 ans en 39? Mais je dis 39 parce on parle d'une guerre, mais il me semble que la Deuxième Guerre débute à peu près dans ces années-là. Et je faisais des calculs, je me dis, mais j'y arrive pas. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que l'auteur il y a un impair à quelque part? Alors, c'est cet aspect un peu mystérieux d'informations qu'on nous donne et on cherche. Je me dis, ah mon Dieu, c'est peut-être pas aussi on ne nous perd pas peut-être autant que dans un roman très, très post-moderne à la manière de Nathalie Sarraute, mais il y a clairement une intention euh, de, de faire travailler le lecteur. Mhm. Voilà, donc parce on lui donne pas tout. Déjà, on se questionne sur les lieux. Ben, les lieux, oui, on a beau identifier l'Acadie, mais bon, enfin, on pourrait identifier un autre paysage. Il y a vraiment peut-être quelques petits indices là de villages de pêcheurs et de noms de famille qui nous indiquent qu'on est peut-être et peut-être l'accent d'un personnage, mais c'est ténu comme information. Donc, on peut, comme lecteur, en fait, on a le loisir aussi de situer l'action peut-être et de se projeter peut-être dans un autre environnement. Très curieux, en fait, d'entendre les participants à notre webinaire Zoom présentement. Est-ce qu'il y a des choses, des éléments du récit qui vous ont peut-être paru un peu mystérieux? Si oui, vous pouvez nous le partager dans la boîte de conversation. Et puis, ça nous fera plaisir de tenter d'y répondre. Ariane, toi, de ton côté, est-ce que tu as apprécié ce genre d'écriture-là où on nous laisse beaucoup de mystère finalement autour de certains aspects? Mais je pense que pour profiter du roman, il faut l'accepter, en fait. C'est là où l'expérience de lecture devient vraiment intéressante, c'est de se laisser captiver par Anita puis d'accepter les choses telles qu'elles nous sont présentées, comme les gens du village, en fait, puis de ne pas nécessairement les remettre en question. On n'est pas dans un univers tout à fait réaliste. Il y a des marqueurs temporels, comme celui de la Deuxième Guerre mondiale, on présume que c'est la deuxième, et autres, mais on est aussi vraiment à la frontière du conte, là, où il y a des choses quand même extraordinaires qui sont un peu présentées avec nonchalance, il y a des choses du quotidien qui sont présentées de manière extraordinaire, il faut se laisser embarquer par ça, je pense. Donc pour ça, je trouvais que c'est très rafraîchissant, c'est quand même assez différent de ce qu'on lit en Acadie habituellement aussi. Donc pour ça, oui, ça m'a beaucoup plu. On va y revenir d'ailleurs, parce que je suis curieux de vous entendre. Vous venez de d'autres régions du pays, donc ce livre-là est important dans le corpus littéraire acadien, puis j'ai des questions là-dessus. Mais avant, le livre, est-ce que ce livre-ci, dans le fond, Absent toute la journée, nous permet, nous, comme lecteurs, de voyager, à votre avis? Laurent? Ce qui nous permet de voyager. Écoute, ultimement, il y a ça dépend, j'allais dire, ça dépend du livre, mais dans ce cas-ci, euh, Est-ce qu'il arrive, dans le fond, comme on nous parle du Portugal, on nous parle de d'autres de plats qu'on peut manger à Paris, je le suppose. Donc, dans ce sens-là, j'imagine qu'il nous fait voyager, mais est-ce que, je ne sais pas, le fait qu'on ne nous mentionne pas explicitement où on se trouve, on mentionne qu'on est au Canada parce qu'il est question de Radio-Canada à un moment donné, mais est-ce qu'on découvre le village? Est-ce qu'on a envie d'y voyager, nous, après la lecture de ce livre-là, par exemple?
Ben, si les belles histoires des pays d'en haut, vous aimez ça, dans ce sens-là, je veux dire, parce que les voyages d'Anita, bon, dès le départ, on n'est pas aussi naïf que les personnages. On sait déjà qu'elle ne voyage pas beaucoup. Euh, mais ouais, enfin, je ne sais pas. J'avais peut-être un malaise en fait de me retrouver dans cet environnement. Dans cet environnement de cette mentalité de petit village. Voilà, j'avais peut-être ce malaise-là, peut-être parce que je ne suis pas issu d'un petit village, j'habite pas un petit village, mais la mentalité qu'on voit évoluer, c'était pas quelque chose qui m'attirait nécessairement. Ariane, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben là, faut dire, Xavier, que tu me poses la question après une année de pandémie, on n'a pas pu voyager, puis je commence à avoir l'impression d'être au bout, d'avoir atteint les limites de la littérature par rapport à ça, dans le sens que j'ai très hâte de reprendre la route. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup compté dans la dernière année sur des livres pour me changer les idées, puis être ailleurs qu'en des quatre murs de ma maison. Puis à ce niveau-là, c'est sûr que ce livre-là nous fait voyager. C'est pas, par contre, le village comme tel, je pense, où on aurait envie de voyager, d'abord parce que c'est quand même un lieu, je pense, qui est imaginaire ou qui regroupe dans une version imaginaire plusieurs villages similaires. On est très loin, par exemple, de je pense peut-être à Moncton Mantra de Gérard Leblanc ou Petite Dictée d'existence de France Bègue, où après avoir fini ces romans-là, on peut même aller voir de quel lieu il est question sur une carte. Quand on va à Moncton, on a envie peut-être de voir les mêmes rues, les mêmes espaces, les mêmes lieux dont il est question. On peut faire des marches littéraires à travers Moncton à partir de ces romans-là. Donc, on n'est pas du tout dans cette logique-là du tout. Mais c'est pas pour dire que c'est pas un roman qui nous fait voyager. Par contre, finalement, je trouve qu'on n'a pas tant accès, nous, comme lecteurs, lectrices, au voyage de Mademoiselle Anita. Ce qu'on voit, c'est plus, puis encore, ça me ramène un peu aux réseaux sociaux peut-être, mais c'est le making of. On voit pas vraiment l'histoire qu'elle nous raconte, mais comment elle fait pour créer ce jeu-là et nous faire entrer dans son jeu et faire en sorte que le village y adhère aussi. Donc, ça me faisait un peu penser, puis là, je sais que mon rapprochement est peut-être un peu farfelu, mais ça me faisait un peu penser à sur Instagram, on voit de plus en plus ça, par exemple. Il y a la photo du compte Instagram, puis aussi le making de la photo où on voit le photographe qui prend, donc on prend en photo le photographe qui prend la photo qu'on voit aussi. Puis on est peut-être plus dans le making of ici que dans l'histoire comme telle. Je pense qu'il y a juste un ou deux voyages qui nous sont racontés avec plus de détails. Ça, j'avoue, mais c'est un peu mon commentaire, c'est pour tout le roman, j'en aurais pris plus, mais c'est un roman qui aurait pu être 3 fois plus long. On aurait pu développer tous les personnages secondaires, on aurait pu avoir plus d'histoires de Mademoiselle Anita, mais en fait, c'est aussi correct que l'autrice ait décidé de ne pas le faire. C'est à nous, dans le fond, de combler ces trous-là. Là. Je tiens à dire que j'ai eu vraiment envie de manger des escargots, mais il n'y en a pas à Yellowknife. On en trouve nulle part. Fait que je ne sais pas s'il y en a parmi les lecteurs qui ont eu l'eau à la bouche, mais j'ai quand même publié une recette d'escargots flambés au cognac qui est disponible sur notre groupe du club de lecture. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au groupe. Et moi, je cherchais le film, hein, parce que moi, j'ai l'impression que ce roman-là aurait pu facilement être transformé en film. Ah, Donc, ben, il y a eu une pièce de théâtre communautaire, par contre, je pense, OK. communautaire. J'ai pu retracer comme quelque part dans les internets une mention du fait que ça avait été adapté au théâtre, mais j'en sais pas plus. J'ai trouvé très, très peu d'informations là-dessus. Mais donc, ça a eu lieu. Puis je pense que ça aurait pu donner un film, en fait. Yeah. Ça aurait été très bien aussi. Oui. OK. Intéressant. Vous savez aussi, juste pour l'anecdote, Christiane Saint-Pierre, l'autrice, elle, comment dire, elle aide les juges des cours provinciales à apprendre le français. Donc, elle va écrire des meurtres et mystères pour eux qu'ils essaient de résoudre ensemble. Et puis, je peux juste imaginer une gang de juges qui essaient qui se trouvent dans un meurtre et mystère, un scénario comme celui-là. Donc, c'est assez inusité. Puis, elle a cette expérience d'écriture-là. Pour ce que ça vaut. Puis vous savez aussi que d'autres romans qu'elle a écrits, c'est en 2016, L'assassin avait toujours faim, si je me souviens bien, qui est un polar. Donc, elle est passée à autre chose complètement plus tard dans sa carrière d'écriture. On dit quand même au sujet d'Absente pour la journée que c'est un roman qui instaure l'écriture du présent ou la littérature du présent dans
la littérature ou dans ce qui s'écrivait en Acadie en 1989, c'est sûr qu'on ne peut pas, je pense, apprécier autant aujourd'hui l'impact qu'un livre comme celui-ci a pu avoir, mais je serais curieux de vous entendre là-dessus. En Ontario, dans l'ouest du pays, est-ce que vous croyez que ce livre-ci, Absent pour la journée, dépasse les frontières de l'Acadie de par son importance, justement, de son apport à une littérature du présent? Donc, par littérature du présent, on veut dire une littérature qui ne parle pas de déportation, par exemple, qui ne revient pas sur les mêmes thèmes de l'errance et du désarroi, qui inscrit des histoires dans ce qu'on connaît aujourd'hui en 1989. Est-ce que je dois nommer Laurent, t'as l'air d'être bien parti. Ouais, non, écoute, euh, écoute, je pense on a souligné le terme Acadie, et puis bon, il est publié par un éditeur acadien, mais c'est pas l'information, la première information qui nous vient. Ultimement, le lecteur peut facilement le lire et situer l'action, en fait, ailleurs. Donc là-dessus, c'est pas... je sais qu'on essaie de l'identifier à un certain territoire, mais voilà, et là-dessus, j'allais dire, ça fait plaisir parce que c'est pas non plus un roman qui valorise un certain régionalisme, une région en particulier. On n'est pas là, comme disait Ariane, on est plutôt dans un conte. On accepte un petit peu le jeu symbolique, allégorique de trouver aussi une certaine forme de signification à tout ça. Et voilà, et d'essayer d'avancer, de chercher les bouleversements, les indices qui vont nous faire penser et faire travailler pour interpréter. Et il me semble, que c'est toute la puissance de ce roman-là. Donc, alors que habituellement, évidemment, un roman, on suit, bon, le personnage, l'histoire. Là, il m'a semblé que ça allait un peu plus haut. C'était la littérature qui nous parlait. C'est elle qui nous dit toute sa puissance. Et c'est pour ça que ça me semblait, dans ce sens-là, franchement intéressant et important. Donc, voilà. C'est quoi la résonance, à ton avis, Ariane, en Ontario pour un livre comme celui-ci? Bien, j'essaie de retracer la réception du roman à l'époque et aujourd'hui, puis j'ai trouvé, c'est dommage, j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé, puis on aurait vraiment pu en parler davantage. Je pense qu'un grand souci de la part de Christiane Saint-Pierre d'être très lisible, peu importe la communauté francophone à laquelle on appartient au Canada, dans le sens que je pense que c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas choisi de nommer les lieux. Je pense que quelqu'un qui viendrait de certaines régions du Québec, donc vraiment n'importe qui vient de l'extérieur de Montréal, en fait, au Canada francophone, peut un peu s'imaginer là-dedans, surtout si on vient d'un petit village, ça va sembler familier, même si c'est pas au bord de la mer ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle avait cette conscience-là de vouloir rejoindre des gens de différents endroits au Canada. En ce qui a trait à sa réception réelle ou à quel point ce livre-là est sorti des frontières de l'Acadie, honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas réussi à répondre à cette question-là. C'est sûr que l'année de l'apparition originale, 1989, si je me trompe pas, c'est aussi l'année de la fondation du regroupement des éditeurs franco-canadiens, donc qui va jouer ce rôle-là après pour les littératures francophones hors Québec, littérature franco-canadienne, mais là, on est vraiment au début, donc je sais pas, puis il n'y a pas d'Internet, je ne sais pas à quel point c'est possible d'être au courant facilement de ce qui est publié en Acadie quand on n'est pas là, etc. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de cette réédition-ci par les éditions personnelles, surtout quand on pense à la faillite des éditions d'Acadie par 2000-2001, j'oublie, mais qui aurait probablement fait en sorte que ce roman-là n'aurait pas été disponible par la suite, en fait. Donc, maintenant, dans cette nouvelle mouture, avec sa superbe couverture, d'ailleurs, que je peux montrer à l'écran, je pense qu'il peut enfin voyager, en fait. Oui, et puis que dire de la couverture, justement? Je continue là-dessus, Ariane. Moi, je la trouve très belle aussi, mais qu'est-ce que tu en penses? Je la trouve vraiment magnifique. Je pense que c'est une très, très belle réussite. J'ai pas réussi à trouver la couverture originale. Je pense que si je l'ai vu, c'était peut-être quelque chose d'assez sobre. Les éditions d'Acadie faisaient à l'époque des couvertures un peu plus sobres. Je trouve que celle-ci est vraiment très jolie. Elle est à la fois intrigante. On a le chat très paresseux qui est sur la valise, qui donne cette idée-là d'absence aussi, de rêverie. On a la fameuse valise de Mademoiselle Anita avec des collants de toutes les destinations. Puis,
Il y a même un clin d'œil à la fin aussi, à travers la fenêtre et tout. On ne sait pas exactement quelle ville est représentée, mais bref, j'ai trouvé que c'était une très, très belle. Puis j'ai juste remarqué, on a les pantoufles à l'arrière qui donnent l'impression justement qu'elle ne voyage pas, qu'elle reste chez elle. Donc, je trouve que c'est très, très, très réussi. C'est une très belle édition de ce roman. On peut mentionner au passage que la conception graphique de la couverture vient de Kinos. Et puis moi, je l'attendais, la montgolfière. On dirait que je savais qu'elle allait venir à un moment donné dans le livre, même si c'est pas, il n'y a pas de signe avant-coureur, je pense, sauf erreur, dans le récit comme tel, mais la couverture permettait ça de s'attendre justement, d'anticiper la fin d'une certaine façon. Et je voulais aussi, j'ai noté quelque chose par rapport à l'utilisation du mot avion. Donc, on l'a mentionné tantôt, Ariane, Mademoiselle Anita n'a jamais pris l'avion, on l'apprend dans le premier chapitre. Et puis plus tard, quand elle se présente à l'épicerie, on dit elle y va avec un avion de mots, un avion de mots à l'épicerie. Donc, en quoi l'utilisation du mot avion dans ces deux différents contextes-là sert le récit, à ton avis? Je pense que la métaphore ici, c'est que les mots peuvent nous emporter comme un voyage et nous faire voyager, justement. Puis juste pour corriger, je pense que c'est Maurice qui décrit ce qu'elle fait comme ça, qui la transporte dans un avion de mots. Puis j'ai peut-être récupéré l'expression pour parler de ce qu'elle fait, en fait, pour tout le village. Ouais. Donc, je pense que c'est une façon de décrire sa façon de transporter les gens puis de les faire rêver, voyager sans bouger eux non plus. Il n'y a personne qui bouge dans ce roman-là. Tout le monde reste sur place. Mhm. Il y a un couple. En fait, encore une fois, c'est une de ces choses-là, un de ces éléments-là c'est pas dit explicitement, mais on le devine, un couple de deux femmes, Geneviève et Madeleine, qui se présentent dans le village. Et ils sont jamais discriminés, sont jamais euh, ridiculisées pour qui elles sont ou quoi que ce soit. Elles sont quand même bien acceptées. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? Peut-être que je pourrais demander à Laurent, qu'est-ce que tu as pensé, Laurent, de cette mise en scène-là d'un couple de même sexe dans un roman qui nous vient des années 80? Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que moi, j'ai rien soulevé de mon point de vue 2021, mais effectivement, en 1989, peut-être qu'on aurait eu un regard tout à fait différent mais je pense, tu vois, on n'a pas envie ça fait partie de la toile normale de l'histoire, mais est-ce que ça a une signification particulière si on se met du point de vue d'un lecteur qui lit ça en 1989, est-ce que, en quelque sorte, on fait une sorte de revendication parce que oui, effectivement, on a ce couple un peu moderne dans un espace qui habituellement qui est plus réfractaire à ce genre de couple. Mais non, c'est sûr qu'un lecteur de 2021 ne voit plus, enfin, je pense pas, on passe par-dessus, c'est plus du tout choquant, ça devient un Non. peu tout à fait normal. Donc, ultimement, j'ai très peu à dire sur ça. Non, c'est ça, on disait qu'on pourrait lire ça d'un livre qui est écrit aujourd'hui, puis ça serait tout à fait normal, mais de savoir que ça vient des années 80. Cela étant dit, il faut faire attention aussi parce que moi, j'ai pas comparé la version 1989. Donc, il y a peut-être des changements. On nous indique qu'il y a des petites améliorations. Est-ce que ça fait partie des améliorations? Je ne saurais dire. Tu soulèves un très bon point, c'est vrai. On ne devrait pas assumer. On aurait dû lire la version de 1989, mais on peut supposer qu'il y a quand même plusieurs ressemblances, du moins. On a une question qui nous vient de Facebook. Donc, je vous la pose, puis je vous laisserai répondre chacun à votre tour. On peut commencer avec toi, Ariane. Donc, j'aimerais vous entendre sur la fin du roman. De votre côté, comment l'avez-vous interprété? Moi, j'ai beaucoup aimé la fin, même si elle est très surprenante. Puis pour moi, ça montrait aussi à quel point Mademoiselle Anita est prête. C'est vraiment, c'est pas la personne de 70 ans, la vieille dame de 70 ans à laquelle on peut s'attendre. Oui, elle a ses habitudes, elle fait un peu les mêmes choses tous les jours, mais elle est aussi prête à essayer d'autres choses. Puis elle ne fait pas son âge, puis elle continue à rester jeune, puis elle va embarquer dans l'aventure jusqu'à la fin. Donc, moi, j'aime penser qu'elle est vraiment partie en voyage
pour la première fois de sa vie en avion, qu'elle a finalement osé. Mais je veux dire, on peut le voir aussi comme une métaphore pour son décès, on peut le voir comme de d'autres façons aussi. J'ai trouvé par contre que l'autrice avait réussi à maintenir un élément de surprise jusqu'à la fin, puis ça m'a beaucoup plu. Ça m'a rendu triste pour Michel, par contre, parce que son conjoint, parce qu'il ose enfin lui demander de l'épouser la veille. Puis là, on peut se demander si elle accepte juste parce qu'elle sait qu'elle va partir, en fait, et non, ou parce que ça dérange plus trop à ce point-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a... En tout cas, j'ai pensé à ça en voyant la fin. L'amour et la mort, hein, c'est toujours payant. Puis toi, Laurent, de ton côté, comment tu as trouvé la fin? Comment tu l'as interprété? Tu vois, rappelle-toi, il y en a presque une vingtaine, trentaine de pages auparavant, il y a un ivrogne qui pensait qu'on allait justement lui offrir un billet d'avion pour un vrai voyage. Et là, les gens étaient scandalisés, mais on peut pas faire ça, on va briser tout son esprit, elle va se retrouver dans une situation tout à fait confuse et ultimement, on pensait que, j'imagine, il faut que ça vienne d'elle, s'il doit y avoir un véritable voyage, si on peut s'exprimer ainsi. Oui, voilà, il y avait déjà une piste qui me semblait intéressante parce qu'elle était un peu, on disait, ah oui, il y a des gens qui vont lui donner un billet d'avion comme cadeau, puis dans quelle situation il va se retrouver, ça devient un peu, on se dit, ah, mais ça, c'est une piste intéressante. On renverse cette piste-là, on dit, ah, ben non, ce sont des propos d'un ivrogne. Et puis à la fin, on revient avec cette idée qu'elle a pris ce ballon et elle s'est retrouvée. Bon, où après ça? Est-ce que on a des doutes? Est-ce que c'est vraiment à l'aéroport de Montréal pour prendre un billet d'avion pour Paris aller-retour? C'est là que, oui, OK. Est-ce qu'on achète cette version-là qu'on nous présente? Est-ce que ça signifie autre chose? Parce que on se questionne maintenant sur l'état de son esprit. Déjà, Est-ce qu'elle s'est suicidée? On peut se poser la question aussi. on peut se poser cette question-là, oui, déjà, est-ce qu'elle s'est lancée en bas du ballon? Bon, on ne sait pas, il semble que non, si on accepte ce que l'auteur nous présente. Bon, c'est un vrai billet d'avion, on l'a reconduit à l'aéroport, puis il s'est rendu à Paris. OK, oui, mais c'est un aller simple, par contre. Ce qui, d'ailleurs, est un peu la métaphore de la mort. Hein. C'est aussi un aller simple. Si vous voulez nous partager, puis là, je m'adresse aux auditeurs sur Zoom, si vous voulez nous partager vos interprétations de la fin, vous pouvez le faire, je rappelle, dans la section conversation. Si vous avez des questions aussi pour nos panélistes, c'est un bon moment pour le faire parce qu'on va clore dans les prochaines minutes. Pendant qu'on attend peut-être des questions, est-ce qu'on peut se partager nos extraits préférés du roman? Peut-être que je peux commencer pendant que vous vous préparez à lire les vôtres. Donc, le mien se trouve au deuxième chapitre et c'est vers la fin du deuxième chapitre lorsque Anita et son chum marchent dans le village avec nonchalance. Donc, je vous lis ça. Toutes les femmes laissèrent tomber leur pudeur pour détailler passionnément l'étranger. Tout ce qu'elle avait imaginé depuis tant de mois n'était rien à côté de ce qu'elle voyait aujourd'hui. Une espèce d'angoisse prolongée d'un long frisson les parcourut. À mesure qu'il avançait, son odeur de fourbe se répandait sur les galeries. Chacune aurait aimé devenir le monde pour l'accueillir en son sein. Quant aux hommes, un mélange de curiosité et d'envie les faisait regarder ce mâle. La salive passait mal. C'était donc lui qui recevait les faveurs de la belle Anita. En le regardant de près, tous prenaient conscience de leur lourdeur, leur étonnement se résumant en un juron à peine murmuré au passage du couple. Subjugués, hypnotisés, hommes et femmes donnaient libre cours à leurs fantasmes débridés. C'est tellement beau. Je trouve de beau avec la description du cœur qui regarde les personnages principaux. Vous, de votre côté, qui veut commencer ou qui veut poursuivre? Oui, chapitre 8, vraiment au tout début, page 93, où là, elle se retrouve à l'épicerie et va se mettre à raconter son voyage. Je l'ai vu, je l'ai entendu, dit Geneviève, incroyable. Non, mais j'en reviens pas. J'étais à l'épicerie ce matin. Tu aurais dû voir les gens alors qu'ils l'attendaient. Tout était calme jusqu'à ce
quelqu'un crie « Elle arrive !» Ils se sont pressés à la vitrine pour la regarder venir. Vraiment, c'était fascinant à voir. Il y a eu bien quelques murmures, mais lorsqu'elle est entrée, il s'est fait un silence de mort. Puis tous l'ont saluée. Elle passait timidement entre les gens, et Dieu, que je la sentais fragile. L'épicière a commencé à lui poser des questions sur son voyage. Et quand elle s'est mise à parler, la métamorphose complète. J'écoutais, caché derrière les autres. Ah, j'aurais juré qu'elle arrivait vraiment de voyage. Cette femme est un tableau vivant. Elle nous fait voir des images extraordinaires avec sa voix et ses gestes. Elle nous happe au passage, nous entraîne dans un monde étrange. Elle nous tient en haleine du début à la fin. C'est un phénomène. Tandis qu'elle parlait, je regardais les gens l'écouter. Ils étaient subjugués. Comment est-ce possible? Un tableau vivant, je te dis. Pourquoi ça te parle, cette partie-là? Bon, ben c'est justement parce qu'on est vraiment dans le point de vue extérieur et c'est la transformation aussi des personnages, comment eux ils ressentent le discours, le conte, hein, parce que c'est le pouvoir, c'est aussi le pouvoir de la parole de Anita de faire susciter un petit peu cette fascination chez les gens. Et une fascination qui est peut-être aussi dans le langage, en tout cas, qui est bien traduite et qui est bien sentie. Je pense qu'on peut dire ça. C'est une écriture qui est simple, mais qui fonctionne très, très bien, qui est très efficace. On a une question dans le groupe, mais on va d'abord écouter ton extrait, Ariane, lequel tu as choisi. En fait, Xavier, je vous ai déjà parlé d'un des extraits que j'ai beaucoup aimé sur les préparatifs de Mademoiselle Anita. Donc, je ne le lirai pas, mais si je peux me permettre de faire un petit aparté, ça m'a frappé aujourd'hui en relevant mes notes. La dernière fois que j'étais au club de lecture, c'était pour parler de la coucheuse de Scott Bay. Ça m'a frappé aujourd'hui de voir le nombre de ressemblances entre ces deux romans. On est encore ici, dans un petit village, à la frontière du réalisme, du conte. C'est une histoire de femmes indépendantes qui refusent, en fait. Pardon? Qui tricote, oui, je sais, j'ai pensé à ça. Moi aussi, le tricot est encore, c'est sûr que j'ai remarqué, le tricot est encore très important. Il est question d'amitié intergénérationnelle aussi. Ça se passe encore, ici c'est moins clair, mais probablement en Acadie. C'est sûr qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes années, mais en tout cas, j'étais très frappée de voir tout à coup les échos, en fait, entre ces romans-là, même si c'est pas évident. Bon, je regarde mes notes rapidement, c'est ça, on est encore dans un village, il y a ce désir d'indépendance et d'autonomie de la part des personnages féminins qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas vraiment d'enfants. Il y a toute la question du commérage aussi du village qui apparaît de manière très homogène. Et bref, donc j'encouragerais nos auditeurs qui n'ont pas encore lu Absence pour la journée, mais qui ont aimé La coucheuse de Scott Bay, de le lire et vice-versa, puis peut-être de garder ça en tête, qu'il y a quand même une parenté. C'est sûr que c'est deux genres très, très, très différents, mais il y a quand même une parenté un peu entre les deux. Oui, ouais, je l'ai remarqué aussi. Puis, si la coucheuse de Scott Bay vous intéresse, c'est disponible aussi sur le site de la Bibliothèque des Amériques en plusieurs exemplaires, donc garochez-vous. Donc, pas d'extrait si je comprends bien, parce que tu en as déjà lu quelques-uns ou... OK, alors on a une question de la part, je pense aussi, quelqu'un sur Facebook qui nous est relayé. Donc, comment avez-vous trouvé le fait que ce soit un livre qui parle de livres sans jamais ou très peu parler de livres? Donc, pas de citation, pas de référence. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Laurent, toi? Ouais, j'ai pas porté trop attention à ce détail, mais c'est vrai, j'ai l'impression que ça fait partie d'un des blancs qu'on n'a pas. La question se pose quand on cherche à savoir mais d'où elle provient ces informations, où elle prend. Est-ce que c'est un délire bien personnel? Non, elle est très, très détaillée et très précise dans ce qu'elle raconte. Et c'est là qu'on apprend que oui, il y a des souvenirs, des cartes postales, des cartes routières, mais aussi des livres. Mais ultimement, on n'a pas plus que ça. Parce, mais et puis les personnages, en fait, ne font pas référence non plus à des livres, en fait. Ils parlent vraiment de sa parole, de sa façon de conter les histoires. Donc, ça peut peut-être nous faire réfléchir aussi à la puissance de la littérature. Il y a de l'écrit, mais pas toujours.
que cette force-là aussi vient dans ce qu'on puisse raconter les choses avec force, vigueur, détail. Donc voilà, on vient s'appuyer sur des livres, mais c'est vrai que on n'a pas plus d'informations sur ces sources. J'ai l'impression, puis j'y vais de mémoire, mais il me semble qu'on mentionne Victor Hugo à un moment dans le livre. Avez-vous ce souvenir-là ou je suis dans le champ complètement? C'est possible. Je regarde, je suis en train de feuilleter Ouais. présentement pour essayer de le trouver, mais c'est vraiment une impression que j'ai. Euh, donc, mot de la fin, avant qu'on se laisse aller, est-ce qu'il y a des faiblesses dans le livre, peut-être qu'on n'a pas relevées ou des choses, des éléments qui sont passés sous le radar jusqu'à maintenant dans notre conversation, Ariane? Euh, non, juste comme ça, non. Je pense que ben, je regarde mes notes rapidement, puis je pense qu'on a fait le tour avec. Ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui restent un peu en plan. Donc, on ouvre certaines portes qu'on ne franchit jamais. Comme on comprend, par exemple, au début de l'histoire que Lucie a eu une aventure extra-conjugale qui ne s'est jamais développée. Il y a certains personnages secondaires qui prennent beaucoup d'importance au début. Je pense à la commère Hélène Doiron qu'on ne revoit pas après. Donc, des fois, c'est comme on a l'impression, à cause de l'importance qu'ils ont sur le coup, qu'on va les revoir ou qu'on va en apprendre plus, puis on n'en apprend pas plus finalement. Mais je pense que ça va avec l'ensemble du roman aussi, qui est composé comme ça, comme des vignettes, comme des stories. Donc, finalement, je pense qu'il faut juste l'accepter puis se laisser embarquer dans ce roman-là de cette façon-là. Puis ça aurait pu être un roman beaucoup plus long, mais il faut aussi juste nous voyager puis combler les trous et ainsi de suite, là. Laurent, Oui, ton côté, mot de la fin? oui, ben déjà, le chapitre 3 débute avec les années passèrent. Alors là, c'est la frustration parce qu'on avait des années de jeunesse dans le chapitre 2. Et quoi? On est déjà rendu, elle est déjà une dame âgée. On est dans, c'est quoi cette histoire, ce roman où on refuse de nous donner plus d'informations? Non, écoute, je l'ai pas souligné et j'allais dire, c'est plus la faute à l'éditeur, mais c'est un choix qui est fait depuis quelques années par plusieurs éditeurs du regroupement des éditeurs Canopée. canadien-français, ou celui de se conformer à la nouvelle orthographe. OK? Et ça fait déjà plusieurs années, mais bon, peut-être que je suis un vieux de la vieille et que cette fois-ci, j'ai lu de façon très attentive avec un crayon à la main. Mais là, c'est certain qu'il faut s'habituer à ce genre de trucs. Il y a des mots qui reviennent constamment. Le mot goût, par exemple, il n'y a pas d'accent circonflexe, mais c'est quand vous en avez plusieurs comme ça par page, on a l'impression, enfin, pour ma part, de corriger 5 fautes par page. Ce ne sont pas des fautes, on s'entend, mais ça titille à plusieurs reprises. Mais bon, j'ai le regard un peu pointilleux, mais il est vrai que ça revient très, très souvent, cette histoire. C'est un choix. Je n'ai jamais été convaincu de ce choix-là. Mais bon, ça, c'est une opinion, j'allais dire, personnelle. J'en ai pas fait mention parce que c'est dans la production depuis plus d'une dizaine d'années maintenant que c'est adopté. Ouais, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une version de 1989 qui a peut-être conservé la vieille orthographe. Effectivement, voilà. On a l'embarras du choix, finalement. On peut choisir l'orthographe qui nous plaît le mieux pour la lecture. Donc, sur ce, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment un plaisir, Ariane, de te retrouver, puis Laurent, de rencontrer ce soir pour le club de lecture. Absente pour la journée, donc, de Christiane Saint-Pierre est disponible, comme je disais en début de club, sur le site web de la Bibliothèque des Amériques gratuitement. Joignez-vous à nous le mois prochain. On lit un livre de science-fiction. C'est le roman Mémoriam de Michel Picard qui est paru aux éditions des Presses de l'Université d'Ottawa en 2020. C'est tout frais. Et puis, je vais en discuter à la fin du mois, le 26 mai, avec Lynn Garot et Thibaut Jacoparat. Entre-temps, il y a des critiques de Ariane et de Laurent sur Absente pour la journée qui seront publiées au cours des prochains jours. Donc, restez aux aguets pour lire tout ça. Merci encore d'avoir été des nôtres et puis bonne lecture, bonne prochaine lecture. Au revoir.